Nous sommes très heureux de recevoir Bernard Olivier parce que c'est une des plus belles choses qui soit arrivée dans le récit de voyage récemment, La Longue Marche, et toute cette démarche. Et ce dernier ouvrage, Marche et invente ta vie, qui est paru récemment et qui retrace vos aventures avec l'association Seuil. Bernard Olivier, première question. Comment en êtes-vous venu à la marche et quelle était votre démarche? Alors, je suis venu à la marche par la dépression. À 60 ans, je me retrouve en retraite. Ce mot me débecte. Je ne veux pas être mis en retrait. Par ailleurs, donc, ma femme est morte depuis 10 ans. Je n'arrive pas à dépasser ce deuil, cette absence. Mes enfants ont grandi et ont quitté la maison, et donc je fais même une tentative de suicide. Et puis, ayant raté mon coup, je décide de fuir d'une autre manière, en faisant quelque chose qui me titille depuis très longtemps, qui est le chemin de Compostelle. Non pas pour des raisons sportives ou pour des raisons simplement parce que je trouve que c'est une histoire fabuleuse. C'est une histoire qui est très très liée à l'Europe. C'est le rejet des musulmans marque le bouclage de l'Europe catholique, hein, en tout cas chrétienne, et donc et correspond donc à une évolution importante de notre société. Donc je décide de prendre la route sans perdre de temps, puisque je prends ma retraite, je suis en retraite officiellement le fin mars et je pars le 6 avril. En respectant ce que faisaient les pèlerins, puisque donc je pars de chez moi, j'habite dans le 10e arrondissement à ce moment-là, j'ai préparé mon sac, je descends les marches, je jette mon trousseau de clés dans la boîte aux lettres et je pars. Et je pars pour une marche de 3 mois. Qui passe par Paris, le Vézelay, le Puy-en-Velay, Roncevaux et Santiago. Donc, avec deux projets de marche. La première, c'est de trouver des raisons de continuer à vivre, que je n'ai plus quand je pars. Et deuxièmement, d'essayer d'utiliser et de trouver le moyen d'occuper ces 5, 10, 15, 20 ans qui me restent à vivre, compte tenu, si j'en crois, la moyenne de vie des Français. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas du tout marcheur. Hein. J'ai fait quelques balades dans les Alpes avec mes enfants pendant 3-4 jours ou 8 jours, mais je ne suis pas du tout marcheur. Je ne suis pas non plus sportif. Je n'ai fait du sport que pour des raisons thérapeutiques. À 18 ans, j'ai attrapé la tuberculose. On me promet que je ne pourrai plus avoir d'activité physique. Je m'inscris comme étudiant donc pour devenir professeur d'éducation physique. Je fais 4 heures ou 6 heures de sport par jour et 2 ans après, je suis remis sur pied. Donc voilà. À nouveau, à 45 ans, je fume 2 paquets de gauloises par jour. Je décide d'arrêter de fumer et je me mets au marathon pour retrouver un petit peu d'amplitude respiratoire. Et donc, et très vite, je fais une quinzaine, une vingtaine de marathons. Je fais même les 100 km, j'en fais 2. Donc voilà, je réagis au coup du sort comme ça par une sorte de réaction physique. Et pour la marche, ça se passe très exactement comme ça. C'est-à-dire que
autant j'étais déprimé en partant. Au bout de 3 semaines, 1 mois de marche, je fais des projets d'avenir. Mes seuls projets d'avenir avant, c'était comment est-ce que je vais quitter cette terre. Et là, je commence à faire des projets d'avenir et il se trouve que je constate sur moi-même que je ne suis pas aussi vieux que je le pensais. Je pensais 60 ans. Moi, quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand on me disait quelqu'un à 60 ans, c'était un vieux. Hein. D'ailleurs, j'ai noté depuis que si on a fixé la retraite par répartition à 65 ans, c'est que 4 personnes sur 5 étaient mortes à cette période-là. Et que donc, ils avaient été 5 à cotiser pour un seul. Aujourd'hui, sur 5, il y a toujours 5 qui sont vivants au bout du chemin, donc au bout à l'âge de 65 ans. Donc, ça pose un autre problème. Et donc, j'ai toute cette réflexion. Je fais des rencontres. Et la non-rencontre qui me marquera le plus, c'est qu'à un moment, j'entends parler de 2 jeunes Belges qui font le chemin de Compostelle parce qu'un juge leur a proposé d'opter entre 4 mois de marche, 4 mois donc, pour aller de Belgique à Compostelle, ou 4 mois de prison. Et je trouve ça fabuleux. Je me dis que si la marche m'a reconstruit, moi qui étais un vieux, a fortiori, un adolescent, c'était fabuleux. Et donc, quand j'arrive à Compostelle, je prends 2 décisions qui font que depuis, je suis sur un petit nuage d'ailleurs, hein, mais je prends 2 décisions. La première, c'est que la marche, c'est formidable, donc je vais continuer à marcher. La deuxième, c'est que je vais m'occuper de gamins en difficulté en reprenant donc cette idée que j'ai découverte le long du chemin. Et voilà, et dans la foulée, donc, je rentre à Paris, j'achète des cartes et je décide de faire un truc complètement ouf, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire la route de la soie à pied, ce que je vais réaliser en 4 années, de 3000 km chacune. La longue marche. Voilà, la longue marche. Laquelle longue marche a un succès que je n'avais pas imaginé dans le rêve le plus débridé, puisque je crois qu'on est aux alentours de 450 000 exemplaires vendus, hein, peut-être sans doute un peu plus. Et donc, ça m'a apporté une manne et beaucoup d'argent. Grâce à cet argent, j'ai pu monter donc l'association Seuil. Donc voilà, je suis devenu, je dirais, marcheur pour des raisons thérapeutiques et ensuite pour des raisons comment dirais-je, sociales. Est-ce que vous pouvez nous parler du rapport entre la rencontre et la solitude à travers la marche? Parce que il y a pas mal de paragraphes autour de ça. La marche est facteur de rencontre. La marche solitaire, hein, je parle bien de la marche solitaire. Si on part marcher avec 15 copains, ben on est avec 15 copains, et puis ça n'a plus rien à voir. Donc, je parle de la marche solitaire. La marche solitaire, d'abord, passe par une introspection importante. Grosso modo, si vous voulez, quand j'ai fait le chemin de Compostelle, j'ai très vite décidé de découper ce voyage de 3 mois en 3 périodes de réflexion. La première qui était une espèce de film à l'envers de ma vie. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait de bien? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Où est-ce que je m'étais trompé? Où est-ce que j'avais au contraire eu des bonnes intuitions? Comment est-ce que j'avais pu m'en sortir parce qu'on m'avait aidé, etc. Hein, voilà, j'ai fait une carrière de journaliste politique, mais qui n'était pas évidente. Je suis né dans une famille très pauvre. Nous étions 7 enfants. Mon père était au SMIC. Il était impensable dans la famille. Mes frères et sœurs ont tous fait des métiers
D'ailleurs, aucun de mes frères et sœurs n'est lettré. Hein, ils sont, je ne sais plus comment on dit, ils ne sont pas illettrés, mais ils savent lire, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de livres chez eux. Et donc, j'ai cette première période qui était donc une sorte ma propre vie que j'ai fait défiler comme ça et où j'essayais de poser en quelque sorte les bases de ce qu'a été mon existence. Et puis la deuxième a été effectivement me poser la question, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Et quand on marche, on pense à l'avenir, on pense une des raisons les plus importantes donc de la marche, c'est je vais arriver au but et quand je serai arrivé au but, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais en faire. Et donc, alors, un autre aspect, si vous voulez, c'est que quand vous marchez tout seul, mais vraiment tout seul et dans la solitude, hein, j'ai traversé 4 déserts pendant la longue marche. Quand vous arrivez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes affamé d'échanges. Il y a un besoin de s'exprimer, un besoin de parler, alors que je suis plutôt un taiseux, hein, mais il y a un besoin donc qui s'est accumulé un peu comme une pile comme ça et qui donc doit impérativement se décharger et qui va vous amener à, à échanger avec l'autre. D'autant plus que l'autre est également dans les mêmes circonstances. Il y a un troisième aspect sur la marche qui est aussi très important, c'est la marche efface les barrières sociales. Sur une marche, si vous marchez sur Compostelle, je vous défie de voir la grosseur de la bagnole du type qui est en face, s'il porte un costume 3 pièces, ordinairement, si c'est plutôt un intellectuel, si c'est plutôt... Il n'y a plus de barrière sociale. On se rencontre, on se tutoie, et on est... donc, il n'y a pas besoin d'être présenté par un tel ou un tel. Voilà, il y a une espèce de fraternité du chemin qui est, je dirais, naturelle et qui est incluse dans la marche. Hein. Donc, c'est la marche solitaire, effectivement, vous rend plus sociable. C'est un des paradoxes hein, de la marche. Il y a quelque chose de très, très désagréable dans la marche, c'est le sac à dos qui est en général qui est lourd et qui est très ennuyeux, pour pas dire autre chose. Est-ce que vous avez une combine pour que ce soit moins chiant, si je puis dire, à transporter? Eh ben, vous le videz. Pardon? Vous le videz. Un sac à dos vide, ça pèse pas lourd. Ça j'avais compris. Donc, là, ça... Oui, alors, il y a une norme, si vous voulez. Hein, c'est que normalement, pour ne pas souffrir, vous ne devez pas dépasser le 7e de votre poids. Autrement dit, si vous pesez 70 kg, votre sac, au-delà de 10 kg, va vous peser et va être un handicap. À l'inverse, c'est très difficile de limiter le choc. Et je dirais que c'est aussi un des grands enseignements de la marche. C'est se dépouiller de toutes ces choses qui nous encombrent, qui nous paraissent tellement indispensables et dont, en fait, on a du mal à imaginer qu'on puisse s'en passer et on s'en passe très, très bien. Et donc, il y a quelqu'un, il y a pas longtemps, qui m'a dit, je suis parti, j'avais un sac qui faisait 18 kilos, je suis arrivé, j'avais un sac qui pesait 4 kilos. Donc, voilà, parce que effectivement, il achetait par-dessus bord hein, tout ce qui l'encombrait, tout ce qui lui paraissait pas absolument nécessaire. Donc, effectivement, avant de partir, on doit prendre... alors, moi, j'ai une méthode. Hein, je prends tout ce qui me paraît nécessaire.
Ensuite, je vide le sac et je reprends chaque objet en disant est-ce que c'est indispensable? Est-ce que je peux m'en passer ou pas? Et donc, si je peux m'en passer, je le laisse à la maison. Si je ne peux pas m'en passer, si je juge que je ne peux pas m'en passer, je le laisse dans le sac. Et une fois que j'ai fait ça, je ne suis pas très loin effectivement de la norme, quoi, hein. D'autant plus que 10 kilos, il ne faut pas oublier que vous allez rajouter au moins 1 litre d'eau et puis quelques fruits, quelque chose comme ça. Alors, j'ai résolu le problème du sac à dos quand j'ai traversé les déserts. Parce que alors là, je buvais en moyenne 12 litres d'eau par jour. Donc, mon sac faisait 12-13 kilos. Donc, plus 12, ça faisait 25, plus de la nourriture pour 2 ou 3 jours ou 4 jours. Donc, c'était impensable. Donc, j'ai fabriqué à Téhéran. Quand je suis arrivé à Téhéran, j'ai été au bazar, j'ai acheté un vélo de gamin d'occasion et avec les 2 roues, j'ai bricolé avec de la cornière pour faire des étagères. J'ai bricolé, je suis très bricoleur. J'ai bricolé un petit chariot dans lequel je pouvais mettre tout le poids. Et alors là, traîner un chariot, c'est un bonheur, hein. Sauf effectivement quand vous passez le Pamir, là, parce que là, le Pamir, c'est-à-dire la limite entre l'Orient, enfin la Chine en l'occurrence, moi, c'était le Kyrgyzstan. Et l'Asie centrale. Ouais. Et donc là, quand vous avez, alors je faisais du portage, c'est-à-dire que je divisais, parce que j'avais en plus du matériel de camping. En ce sens que j'ai traversé certains déserts qui sont extrêmement dangereux, où il y a plein de petites bestioles qui rampent ou qui piquent, et donc je devais me protéger comme ça. Donc je faisais un voyage pour monter le chariot là-haut, je redescendais, je faisais un deuxième voyage pour monter mon sac à dos, et puis je faisais un troisième voyage pour amener le matériel de camping, et je repartais à partir de là. Oui. Bonjour monsieur, donc je viens de vous découvrir aujourd'hui. Donc il y a une question qui vient dans ma tête, c'est que imaginons qu'un jour c'est quelqu'un qui est handicapé et qui livre votre livre et voilà donc qui dit si marche et invente ta vie, donc il serait un peu désespéré parce qu'il ne marche pas et s'il marche avec quelqu'un et donc il ne sera pas solitaire. Donc il y a une solution pour lui ou est-ce que vous avez posé cette question parce que c'est un peu désespéré, c'est un peu attristant pour lui. Donc, voilà. Là, je n'ai pas de réponse. J'ai dit tout à l'heure, la marche est ouverte à toutes les personnes qui se portent bien. S'il y a effectivement un handicap important, elle peut se faire, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut oublier la marche solitaire. Il faut la faire. Mais vous avez des gens vous avez des petites associations qui prennent des gens complètement handicapés, qui les installent dans une espèce de chariot avec une seule roue. Et il y a une personne devant et une personne derrière, comme sur un brancard, et qui leur font faire le chemin de Compostelle. Hein. Mais effectivement, c'est une autre méthode. Peut-être que c'est l'occasion de vous amener à nous parler de cet ouvrage, Marcher ou invente ta vie, Marche et invente ta vie, de l'association Seuil, à qui vous essayez de transmettre votre amour de la marche, du dénuement aussi, comme vous en parliez, du fait de prendre un nouveau départ. Pour vous répondre, monsieur, aussi, je vais laisser Bernard Olivier répondre par lui-même là-dessus, mais quelque part, c'est un peu le principe de ce livre, hein, c'est-à-dire de prendre des gens qu'on peut considérer handicapés quelque part, ou en tout cas en difficulté face à la vie, et de leur proposer de rebondir à partir de la marche. Voilà. Mais je vous laisse nous présenter Oui. cette association et Alors, votre activité. l'association Seuil, donc, que j'ai créée en mai 2000, donc en revenant de ma première marche en Orient.
consiste effectivement à prendre des adolescents mineurs qui sont très mal partis dans la vie, pour lesquels toutes les tentatives d'aide ont échoué, et de leur proposer un défi qui consiste à marcher pendant 3 mois, à marcher 2000 km dans un pays étranger, sans téléphone et sans musique. C'est ce que les spécialistes appellent une rupture. Donc la méthode est un peu brutale, mais elle repose sur le volontariat, c'est-à-dire que tous les jeunes qui partent sont volontaires pour essayer de s'en sortir. Chaque jeune donc fait un stage d'une semaine en France, dans un gîte, avec la personne qui l'accompagnera. Là, il y a effectivement, donc, monsieur, il y a une réponse. Hein. Ça n'est pas une marche solitaire, c'est une marche avec quelqu'un, mais qui a un rôle, je dirais, éducatif et pédagogique. Et puis, donc, au bout de ce stage d'une semaine, on fait un petit stage une petite fête de départ. Et le soir même, on met donc le jeune et son accompagnant ou son accompagnante, hein, puisque il y a des accompagnants ou accompagnantes, dans un avion ou dans un train, et ils se retrouvent donc à Séville ou à Hambourg ou à Palerme, et ils rentrent à pied. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune contrainte. Si un jeune qui s'est engagé à faire la marche décide de changer d'avis, nous lui reconnaissons le droit de changer d'avis. Évidemment, on lui fait peser les conséquences. C'est-à-dire, si nous sommes allés chercher en prison, on le ramène à son juge qui le remet en prison. Ce serait trop simple. Je fais une marche, je marche 8 jours et après je rentre à la maison, quoi. Donc, cette méthode qui a été très, très difficile à faire passer en France. Très difficile. Les 10 premières années d'existence de l'association, nous avons été interdits de marche pendant 4 ans. La plus absurde était que les jeunes risquaient d'attraper la grippe H1N1, vous savez, qui a fait tellement peur à tout le monde. Et on leur disait, mais en Espagne ou à l'étranger, ils vont attraper la grippe. Ben oui, mais ils risquaient beaucoup plus de l'attraper dans une prison ou dans un foyer en France. Mais en réalité, si vous voulez, il y avait effectivement un blocage d'un certain nombre d'éducateurs ou de responsables du ministère de la Justice en particulier, qui considéraient que ce que nous faisions était... D'abord, la première question qu'on m'a posée quand je suis allé proposer ce projet, on m'a dit « Monsieur, c'est quoi votre métier? Vous êtes éducateur ? Vous occupez de jeunes ?» Non, pas du tout, je suis retraité, j'étais journaliste, je suis retraité. Alors, laissez les professionnels faire leur travail. Il se trouve que les professionnels, ils ont des résultats qui sont plutôt nuls. Je dirais qu'effectivement, le système de la répression et de l'enfermement est la pire chose qui puisse arriver à des jeunes. En ce sens qu'on fait une sorte de cocktail de jeunes en difficulté et qu'on met dans une grande marmite et puis on chauffe et ça explose. Et Dieu sait si on dépense énormément d'argent pour ça. Il y a en France, on a créé ces dernières années 6 prisons spécialisées, hein, qui s'appellent établissements pénitentiaires pour mineurs. Et donc, les jeunes qui sont là, à raison de 60 par EPM, hein, on appelle ça des EPM, il y a un taux de récidive qui est absolument effrayant. C'est-à-dire que le ministère de la Justice lui-même a fait une enquête, hein, et il arrive à la conclusion que 85% des jeunes qui sortent de prison, donc avant 18 ans, récidivent dans l'année. Alors que ça coûte une fortune. Je n'ai jamais pu obtenir les chiffres exacts, mais je pense que c'est au minimum 1 500 € par jeune et par jour.
le coût de l'enfermement. Et le coût social est bien pire. Hein. Alors que la méthode qu'a développée Seuil est une méthode qui est d'abord 10 fois moins chère et qui est plus que 10 fois plus efficace. C'est-à-dire que, précisément, voilà, tout le monde me posait toujours la question, et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, eh bien, j'ai fini par prendre les choses au mot, c'est-à-dire que nous avons la Fondation de France à qui nous demandions de l'argent, parce que non seulement le ministère de la Justice nous a mis des bâtons dans les roues avant de nous reconnaître maintenant. Maintenant, on est formidable. Voilà. Mais le ministère de la Justice est très près de ses sous et donc nous chipote et nous perdons à peu près 15 000, 20 000 euros par marche pour des jeunes. Hein. Nous sommes obligés d'aller tendre la main et de chercher de l'argent parmi des fondations, des donateurs, etc. Et la Fondation de France avait dit, d'accord, moi je veux bien vous donner de l'argent, mais je veux savoir quelle est l'efficacité, est-ce que ça marche ? Et c'est vrai que c'était une question qu'on ne s'était pas trop posée. On voyait bien que les gamins en revenant étaient formidables, ils s'étaient reconstruits. Il y en a un qui a résumé ça en disant, quand je suis parti, j'étais un blaireau, depuis que je suis revenu, je suis un héros. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de transformation de ces jeunes. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, mais dans le vocabulaire des jeunes, blaireaux, c'est bien situé. Hein. Et alors, nous avons donc fait faire une étude financée par la Fondation de France, par un cabinet indépendant, qui est arrivé à la conclusion suivante, c'est que 73% des jeunes qui ont fait une marche se réinsèrent. C'est-à-dire que si vous rapprochez les deux chiffres, avec donc un prix 10 fois inférieur, nous obtenons donc 73% de réussite et le ministère de la Justice, enfin le système de la prison obtient 85% d'échecs. Donc voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais nous n'avons toujours pas complètement confirmé donc, les gens dans l'idée qu'il fallait changer de braquet, qu'il fallait essayer donc, des méthodes nouvelles. Il y a très très peu de recherches hein, dans ce domaine. Hein. On fait des statistiques sur les prisons, sur le taux de remplissage des prisons, etc. Mais personne ne fait de statistiques ou n'essaye de faire des études ou des recherches sur comment se fait la réinsertion des gens ou pourquoi est-ce qu'elle ne se fait pas après l'emprisonnement. Donc, je suis parti sur ce chiffre de 73% et j'ai pris donc un panel de 14 jeunes qui avaient marché avec nous en 2012. Sur les 14, j'en ai pris 11, garçons ou filles, qui s'en étaient bien sortis. Et donc, je suis allé, j'ai fait des interviews. Ils m'ont expliqué pourquoi ils étaient partis, comment s'était passée la marche, quelquefois d'ailleurs assez conflictuelle, hein, et qu'est-ce qui s'était passé après. Et puis, donc, il y en a deux qui étaient, je dirais, sur la corde raide. Hein. Il y en a un d'ailleurs qui était déjà reparti dans le vol. C'est des petits vols, hein, mais disons qui était reparti et qui était vraisemblablement qui était en train d'entrouvrir la porte de la prison. Et il y en a un qui était en prison, donc, et qui avait fait une marche formidable d'ailleurs, mais qui donc lui-même a du mal à l'expliquer, mais qui 2 mois après la marche a replongé et ensuite n'arrive pas à en sortir. Je dirais que sa mère dit que la prison, c'est sa cour de récréation. C'est-à-dire que dès qu'il entrevoit la possibilité de sortir, il arrête un gardien, il lui met un coup de poing dans la figure et hop, il en reprend pour quelque temps.
Vous nous disiez que vous n'avez pas cherché l'héroïsme à travers la longue route. Quelque part, ça prouve aussi l'accessibilité de la transmission. Ouais. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a surpris chez ces jeunes, dans leurs difficultés et leur manière d'y répondre? Alors, si vous voulez, d'abord, ceux qui sont volontaires, ils sont volontaires parce qu'ils sont coincés. Hein. Ils sont dans une cellule de 9 mètres carrés ou ils sont dans une famille qui les rejette complètement, ou ils sont dans ils ont un problème où ils sortent d'un foyer pour aller dans un autre. Enfin, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Donc, c'est leur éducateur qui, à un moment, dit il y a une possibilité, c'est que tu fasses une rupture, voilà, et que tu fasses une marche. Et donc, ils ont cette possibilité de partir. Mais comment dirais-je, ils ont aussi des phases pendant la marche qui sont assez simples à définir. Pour l'accompagnant, j'avais une formule dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier mois, c'est l'enfer. Le deuxième mois, c'est le purgatoire. Le troisième mois, c'est le paradis. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier mois, le jeune, après avoir dit oui, je vais le faire, il n'y a pas de problème, etc., grosso modo, pratiquement tous les abandons se font sur les 3 premières semaines ou le premier mois de marche. Parce qu'ils s'aperçoivent que ils avaient rêvé de Koh-Lanta. Voilà, ils parlent de Koh-Lanta. Or, dans Koh-Lanta, personne n'a des ampoules aux pieds, personne n'est fatigué le soir, et donc eux, ils ont des ampoules aux pieds et ils sont fatigués le soir. Donc, ils disent c'est pas ce que j'avais prévu, donc j'arrête. Alors, nous ne manquons pas d'éléments pour les amener à réfléchir. Hein. Le plus simple d'ailleurs, c'est on leur dit voilà, tu as écrit, ils doivent écrire une lettre, ils doivent manifester leur volonté de faire une marche. Donc ils doivent nous écrire une lettre. Tant qu'on n'a pas reçu cette lettre, on ne les prend pas. Et on dit voilà, tu nous as écrit une lettre, il t'a demandé, et donc on a montré cette lettre au juge, et le juge a accepté que tu partes. Maintenant, tu changes d'avis, tu as le droit. Eh ben, tu écris au juge pour lui dire que tu as changé d'avis. Et dire à l'accompagnant, j'en ai ras-le-bol, tu m'emmerdes, etc., j'arrête, ou écrire au juge pour lui dire que voilà, on n'a pas tenu sa parole et que on laisse tomber et qu'on n'est pas le Superman qu'on avait imaginé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. À partir du deuxième mois, il y a un phénomène de socialisation, c'est-à-dire qu'ils découvrent précisément la rencontre. Et la rencontre avec les jeunes, avec les autres, pas avec les jeunes, mais avec les autres. C'est-à-dire que ces jeunes, généralement, se sont tellement enfermés dans la notion de bande et de vie collective d'ados qui ont les mêmes problèmes, etc., qui n'ont absolument aucune ouverture ni sur les autres, ni sur le monde. Or, sur le chemin de Compostelle, on en fait beaucoup, 80% de nos marches sont sur le chemin de Compostelle, ils vont découvrir des Brésiliens, des gens, des Coréens, des Québécois, ce sont des petites minorités qui sont sur le chemin de Compostelle, et donc ils vont découvrir une portion du monde. Et puis, je dirais que ces jeunes à qui c'est même pas la peine d'essayer de faire la morale parce qu'on leur a tellement fait et ils ont tellement fermé leurs oreilles que ça ne passe pas, mais ils ont en fait un énorme besoin qu'on les écoute. Et donc, à partir du moment où ils s'aperçoivent qu'on les écoute,
ça change complètement leur approche de la société. Un jeune rencontre donc un autre marcheur ou un groupe de marcheurs et les gens lui disent bah voilà, nous cette année on va faire 200 km, on est vachement fort, etc. Et lui dit moi je vais faire 2000 km. Comment 2000 km? Mais t'es un Superman. Et donc, il découvre l'estime de soi. Ces jeunes ne se respectent pas. Les filles se scarifient, les filles se prostituent. Les filles n'ont aucun respect ni d'elles-mêmes, ni de leur corps. Les jeunes, les garçons, c'est un petit peu la même chose. Donc, ils n'ont pas cette estime de soi que nous avons tous dans ce cercle-là. Et donc, ils vont découvrir qu'effectivement, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Et c'est à travers cette fierté-là qu'ils vont peu à peu entrer dans le système. Et donc, le dernier mois, là, ils commencent à envisager donc, de rentrer, de raconter ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et puis, on travaille beaucoup sur la réinsertion, c'est-à-dire, maintenant, quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu veux faire? Reprendre tes études, parce que généralement, les études, ils les ont passées un peu à gauche, ou bien est-ce que tu veux apprendre un métier, ou bien est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre. Et donc, on organise avec leur éducateur donc leur réinsertion définitive. Oui. Dernière, enfin peut-être pas dernière. Je reviens à Longue Marche. Est-ce qu'il y avait des pays où vous avez rencontré de l'hostilité de l'hostilité? Et est-ce qu'il y a des pays où, au contraire, bien sûr, quels sont les pays où vous avez rencontré l'accueil le plus frappant? Pour simplifier, un accueil fabuleux dans tout le monde musulman. On était en l'an 2000, oui, à peu près. Oui, pour situer. Voilà. Vraiment, une tradition d'hospitalité, une ouverture. Alors, j'ai rencontré évidemment 2 ou 3 connards qui ont essayé de me convertir à l'islam, etc. Donc, ça fait partie des trucs. J'ai rencontré aussi quelques-uns qui voulaient me dépouiller. On rencontre de tout. Mais je dirais globalement, d'ailleurs, c'est simple. J'avais pris un pari. Je suis parti donc d'Istanbul sans emporter de toile de tente. Donc, en faisant le pari que je serais accueilli partout. Et j'ai été accueilli partout, y compris à certains moments des gens en Iran, par exemple, qui étaient prêts à se battre entre eux parce qu'il y en a un qui disait, moi je l'ai vu le premier, il vient chez moi, et l'autre qui disait, non, mais moi je parle mieux anglais que toi, donc il faut qu'il vienne chez moi. Et donc, voilà, une espèce d'ouverture extraordinaire. Passer le Pamir et la frontière chinoise, terminé. C'est-à-dire que j'ai eu quelques manifestations d'hostilité, mais qui n'étaient pas méchantes, des jeunes qui voulaient un peu me ridiculiser. Comment ? Oui, alors ça, c'est en Asie centrale. Mais en Chine, si vous voulez, on est là dans une relation qui est beaucoup plus proche de la nôtre. C'est-à-dire, tu m'intéresses si tu as de l'argent. Donc, je veux bien t'accueillir, mais voilà, ça va te coûter tant. Et même certaines manifestations d'hostilité. Je me souviens, je garde encore dans l'esprit, je rentre dans un hôtel et la patronne derrière sa caisse a dit « Ah, qu'est-ce que t'es toi? Va-t'en, fous le camp !» Voilà, vraiment une hostilité totalement imprévisible. Je n'ai jamais eu l'explication. J'ai fait demi-tour, je suis parti. Pas, voilà. Donc, c'est simpliste. J'ai aussi rencontré des gens merveilleux en Chine, mais, et je vous dis, j'ai rencontré quelques connards en Asie, en Asie centrale, mais pour simplifier, c'était quand même plutôt positif. Voilà. Quelqu'un aurait une autre question? Oui, alors je vais même vous donner un scoop, puisque en 2013 et 2014, ma compagne un jour m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas parti, comme tu étais parti de Compostelle, pourquoi tu n'es pas parti de chez toi ?» Alors j'ai dit « La route de la soie passait pas par la Normandie. » Mais par contre,
effectivement à la réflexion, elle partait de Lyon. Lyon a été, à la fin du XXe siècle, la capitale mondiale de la Chine, de la soie. C'est-à-dire que toutes les cours européennes s'habillaient avec les soieries lyonnaises et il y avait dans la région de Lyon 110 000 métiers à tisser. Donc, c'était une industrie extrêmement prospère. Donc, j'ai dit, j'aurais pu partir de Lyon. Et ben, il m'a dit, et pourquoi on ne le ferait pas? J'ai dit, mais t'es folle, j'ai 75 ans, ça aurait pu se faire il y a 10 ans ou 15 ans, mais maintenant, je suis trop vieux et tout. Et puis, la réflexion, je dis, dans le fond, pourquoi pas. Et donc, en 2013, on est partis tous les deux de Lyon. On est allé jusqu'à Vérone. Ça tombait bien puisque on s'était rencontrés quand je descendais la Loire en canoë et on vivait ensemble depuis 3-4 ans. On venait de se paxer, donc c'était un voyage d'amoureux jusqu'à Vérone. Et puis en 2014, on est reparti de Vérone jusqu'à Istanbul. Et donc au total 3000 km. Au mois de mai prochain va paraître le dernier tome de Longue Marche qui s'appellera Longue Marche, suite et fin, parce qu'après, je n'ai pas l'intention de faire... ça ne fonctionne pas comme ça jusqu'à vitam aeternam. Hein, voilà. Je vais vous étonner, je ne suis pas un marcheur. Hein. Je ne suis pas un randonneur. Je ne suis pas un randonneur. Je ne parle pas. Non, je bricole dans ma maison, je fais des... quand j'ai des amis qui sont là, j'habite près d'une forêt, on va marcher dans la forêt, etc. Mais je suis pas... chaque matin, je me lève pas en disant quelle marche je vais faire aujourd'hui. Hein, voilà. Pardon ? Ce qui m'intéresse, c'est des marches d'histoire, c'est des marches historiques. Alors, j'ai fait le chemin de Compostelle. Plus modestement, j'ai fait le chemin des Ducs, qui est pas loin de chez moi, donc en partant de Rouen jusqu'au Mont-Saint-Michel, qui était un ancien chemin de pèlerinage et qui m'intéressait beaucoup pour l'histoire locale. Et puis, j'ai fait la route de la soie. Si vous voulez, pour moi, une marche, c'est un livre d'histoire. Je veux mettre mes pas où sont passés des gens avant moi, en me posant des questions sur ce qui les a motivés, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Merci Bernard Olivier. Merci d'être venu. Merci de nous avoir transmis votre souffle de la marche. Si vous voulez vous faire dédicacer des ouvrages par Bernard Olivier, n'hésitez pas. Comme vous le souhaitez, je vais vous arranger.